Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Forces armées burkinabées et maliennes, appuyées par l'opération Barkhane, ont lancé une opération de ratissage depuis plusieurs jours au nord des villes de Djibo et Déhou à la recherche d'éléments infiltrés. La Haute Cour de justice est au complet pour juger le président du Faso et les ministres. 6 juges parlementaires et 3 magistrats ont prêté serment et désigné ce matin le président, le député Mathieu Bebrida Ouedraogo du MPP. Plus que quelques heures pour la clôture de la campagne électorale de la présidentielle au Bénin, les 33 candidats ont jeté leur dernière force dans la bataille. Dans le cadre des activités du G5 Sahel, les forces armées du Burkina participent aux côtés de leurs homologues du Mali à une opération de ratissage au nord des villes de Djibo et de Déhou au Burkina. Cette opération qui se déroule depuis le mois de février dernier mobilise des soldats des différents corps de l'armée. Elle bénéficie de l'appui de la France à travers l'opération Barkhane. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala, Maxime Zongo. C'est sur 200 km environ de Diguel à Déhou, province du Soum, zone frontalière avec le Mali, que l'opération baptisée Gabi est en cours depuis le 22 février dernier. Elle mobilise des sous-groupements tactiques interarmes, armées de terre, de l'air, de la gendarmerie et du groupement central des armées. Sur renseignement, nous agissons à empêcher à ces groupes terroristes-là de nuire. Nous précisons des informations que nous avons reçues sur des activités de groupes d'individus suspects. Les groupes suspects sont très mobiles, comme vous le savez, ce qui rend très délicat ce genre d'opération. Des reconnaissances aériennes et terrestres, des patrouilles, des bouclages et des fouilles, voilà les actions qui y sont menées. Par ces opérations, les forces armées entendent renforcer la sécurisation du territoire et contribuer ainsi à anéantir le grand banditisme et l'insécurité persistante dans la zone. Cette initiative entre dans le cadre du G5 Sahel, mis en place par les autorités de la sous-région pour lutter contre les groupes armés terroristes. L'armée qui fait également du social apporte de l'appui au centre de santé de la localité. Audience présidentielle entretient ce matin au palais de Kosiam entre Rochma Christian Kaboré et Regina Bittencourt, ambassadeur du Brésil au Burkina, porteuse d'une invitation de la présidente brésilienne Dilma Rousseff à participer aux Jeux olympiques de Rio. La diplomate brésilienne en a profité pour évoquer l'état de la coopération bilatérale. Elle s'exprime au micro de Lazare Pouya. Bon, c'était une visite de courtoisie. C'était aussi pour inviter les Burkina à être présents aux Jeux olympiques. On va voir bientôt, en août, à Rio de Janeiro. Et parler de la coopération brésilienne avec le Burkina. Nous avons peu de projets, mais ça avance. Et c'est surtout dans les camps de la santé, l'agriculture, avec l'élevage de bétail laitier, le coton et la coopération avec le laboratoire national. Et nous voulons exploiter s'il y a d'autres possibilités. Et je vais parler avec le ministre de chaque secteur sur cette coopération. Les 6 nouveaux juges parlementaires de la Haute Cour de justice ont prêté serment ce matin devant la Cour de cassation. La Haute Cour de justice est composée de 6 magistrats, de 6 juges parlementaires et de 3 magistrats. Elle est chargée de juger le président du Faso et les ministres pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le député Mathieu Bebrida Ouedraogo qui a été élu président de la Haute Cour. Kosum Koulibaly, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je les jure. Les 6 nouveaux juges parlementaires de la Haute Cour de justice viennent ainsi de prêter serment. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret de la délibération et de se conduire comme de dignes et loyaux magistrats.
Leur mission désormais, lutter contre l'impunité au sommet de l'État. C'est déjà une lourde mission que de juger autrui. Elle devient encore plus lourde et délicate lorsqu'il s'agit de juger des responsables politiques du pays pour des crimes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans la foulée de cette prestation de serment devant la Cour de cassation, les 6 juges parlementaires et les 3 magistrats qui composent la Haute Cour de justice ont procédé à l'élection du président et du vice-président de la Cour. Un vote au bulletin secret et à la majorité absolue. Résultat, sans grand suspense, Mathieu Bebrigda Ouedraogo est élu président, le juge Daniel Wambi Kontogoumé vice-président. De grands dossiers concernant d'anciens dignitaires les attendent. Promesse est faite de dire le droit, mais dans le strict respect des procédures. Nous nous engageons dès que nous serons saisis. Et certainement, nous aurons l'occasion d'être saisis. Parce que, comme vous l'avez dit, on observe que quand même il y a un certain nombre de dossiers. Dès qu'ils sont mûrs, on va nous transmettre. Et puis nous, on va jouer notre rôle. Tout notre rôle. On va jouer pleinement notre rôle. Dire le droit dans toute sa rigueur. La Haute Cour de justice a été créée en 1995, mais c'est seulement sous la transition qu'elle est devenue opérationnelle. C'est elle qui est compétente pour juger le président du Faso et les ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Une exposition se déroule depuis hier à l'Assemblée nationale et retrace les luttes récentes du peuple burkinabé. Des images de l'insurrection populaire et de la tentative du coup d'État sont montrées au grand public. Il s'agit de rendre hommage à la jeunesse et préparer l'érection de l'ex-parlement en musée de l'histoire de la lutte héroïque du peuple burkinabé. Kosun Koulibaly, Nyarkiteda. Arrêt sur image à l'Assemblée nationale. Carton rouge de Ama Arba Diallo au pouvoir, mobilisation tout azimut dans les rues et places stratégiques de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et dans plusieurs autres grandes villes du pays, échec du dialogue entre le pouvoir et l'opposition politique de l'époque, désobéissance civile, l'Assemblée nationale en flammes, les stigmates du coup d'État, bref, la liste est longue. Ces images donnent et donneront encore de l'émotion tant elles sont toujours vives et rappelle les luttes historiques et héroïques du peuple burkinabé les 30 et 31 octobre 2014 et 17 septembre 2015 pour sa liberté et son indépendance totale. À travers cette exposition, les dirigeants du Parlement burkinabé interpellent tout simplement les élus de la 7e législature sur le contexte de leur élection, mais surtout rendre hommage aux acteurs de la lutte avec la jeunesse en tête. Au panthéon de l'histoire, la nation lui restera toujours reconnaissante. Au demeurant, la représentation nationale, de concert avec le mouvement citoyen, a décidé de transformer l'ancien site de l'Assemblée nationale en musée de l'histoire de la lutte héroïque de notre peuple. Cette assemblée devenue des ruines sera donc désormais un musée pour garder cette leçon donnée par la jeunesse, mais aussi pour rappeler aux dirigeants que la voix du peuple compte beaucoup dans la gestion du pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale tient au projet, car pour Salif Diallo, mémoriser ces différentes luttes en exposant les temps forts dans ce désormais futur musée traduit à jamais la fierté de tout un peuple. Après un mois de grève, le travail a repris à la SN Sosuco. L'entreprise qui ouvre des boutiques dans les 13 régions du Burkina entend cette année une production de 35 000 tonnes de sucre. Une production appelée à progresser avec la multiplication des superficies de canne à sucre. Reportage Lamine Karantao, Moussa Sanon. Des camions qui acheminent sans cesse des cannes à sucre des champs à l'usine, des machines qui continuent de tourner, des employés bien présents à leur poste, le travail a effectivement repris son cours normal à la SN Sosuco. Il y a quelques mois, la société sucrière était paralysée par une grève. Après la longue crise d'un mois que nous avons connue, nous avons repris les travaux depuis le 11 décembre. Et depuis cette date, nous fonctionnons normalement au point de vue production. Et même que la productivité est meilleure que l'année dernière. Le bureau régional de la Confédération générale des travailleurs de Cascade suit de près la situation à la SN Sosuco. Pour lui, cette reprise de travail ne signifie pas pour autant que la crise est terminée. Pour le moment, ça ressemble à une accalmie. Nous pensons que
la reprise du travail là doit être en fait une condition pour qu'on ait des négociations franches en vue notamment de sortir des différents problèmes. En plus de la satisfaction de leurs plateformes revendicatives qui se résument à la bonne gouvernance, certains travailleurs de la SN Sosico pourraient être inquiétés par la justice dans les prochains jours. La direction de l'entreprise ayant déposé une plainte contre X pour dommages subis lors de la dernière grève qui a occasionné une perte de près de 700 millions de francs CFA. La crise que nous venons de traverser, les acteurs de cette crise étaient majoritairement nos travailleurs de Sosico. Ça, c'est important que les gens comprennent que ce soit souligné. La crise a commencé sans les syndicats de Sosico, ils n'étaient pas impliqués, sans les délégués du personnel. Il y en a même qui ont failli se faire lyncher quand ils ont voulu aller savoir ce qui se passait. Il faut que les gens travaillent à créer un climat qui permette que les travailleurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et à travers la question de la crise, nous avons la question de la détention. Nous pensons que si il y avait une certaine liberté, ça pourrait en fait permettre de calmer donc un peu plus les gens et permettre aux gens d'avoir la sérénité pour pouvoir travailler. Motiver les travailleurs, permettre à la SN Sosico de mieux se porter financièrement, c'est aussi le souci de la direction générale qui promet très bientôt l'installation de boutiques de distribution dans les 13 régions et qui dit compter sur le nouveau régime pour lutter contre l'entrée frauduleuse du sucre au Burkina. Comment aller vers une production plus compétitive du riz produit en Afrique de l'Ouest? Interrogation au centre d'une rencontre qui se tient depuis hier à Ouagadougou. La première édition de la bourse régionale du riz rassemble acteurs et partenaires de la filière qui entendent mettre en relation l'offre et la demande. Au bout du compte, il s'agit de satisfaire les besoins des différents pays en matière de production et commercialisation du riz. Précision, Yacouba Gamene, Abdelaziz Yagibou. De 69 000 tonnes en 2007, le riz produit au Burkina est passé à 305 000 tonnes en 2014. Ce même rythme accéléré de production est enregistré dans d'autres pays de la sous-région ces 15 dernières années. Cependant, à l'aval de cette production se pose le problème de compétitivité et de commercialisation. Une équation que cette première édition de la bourse régionale du riz se propose de résoudre. Ensemble, nous allons nous asseoir, on va voir là où il y a déficit et là où il y a accès, donc pour qu'on puisse se combiner et se donner la main dans la main pour au moins combler les trous qui se trouvent dans les différents pays. Sinon, au Burkina, nous produisons assez. Mais pour qu'on puisse mettre ce riz ensemble et le faire connaître à la grande population, là, c'est le problème. Nous allons faire en sorte qu'il y ait d'autres bourses qui permettent à ce que la production céréalière puisse prendre de l'ampleur pour atteindre une autosuffisance alimentaire. Cette bourse régionale du riz s'inscrit dans la stratégie d'intervention du projet Organisation paysanne comme acteur clé dans une bonne gouvernance des filières rizicoles en Afrique de l'Ouest. Un projet financé à plus d'1 milliard de francs CFA par l'Union européenne. Au-delà des opportunités d'échange sur la mise en relation de l'offre et de la demande en céréales, cette bourse, selon ses initiateurs, devrait contribuer à l'intégration économique de la sous-région ouest-africaine dans un monde de plus en plus ouvert où la compétitivité est de rigueur. À peine j'ouvre les yeux de la réalisatrice tunisienne Leila Bouzid a donné le clap départ des 4e journées cinématographiques de la femme africaine de l'image JCFA. Elles permettront de découvrir ou revoir une quinzaine de films de fiction et documentaires. Ces journées seront aussi marquées par des ateliers, des excursions et des visites auprès de personnalités culturelles et politiques. Précision Souleymane Sanou, Ousmane Savargo, Ini Janine Kambiri. Les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image, 4e édition, déroulent leur programme jusqu'au 7 mars. Entre projections de films, débats en atelier et visites de terrain, les 4e JCFA donneront l'occasion aux professionnels africains de l'image d'évoquer la promotion du 7e art. Et dans cette perspective, elles ont le soutien des autorités burkinabées. Je voudrais également vous dire que les femmes professionnelles que j'ai reçues ce soir m'ont transmis de vive voix leurs préoccupations. Il est de notre devoir, en tant que membre du gouvernement, il est un impératif sacré pour nous de vous écouter,
et de prendre en compte vos préoccupations légitimes. Réalisatrices du Bénin, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la RDC, de la Tunisie et du Burkina sont mobilisées pour la réussite des journées 2016 qui ont débuté par la projection du long métrage de la Tunisienne Leila Bouzid. À peine j'ouvre les yeux, retrace les désirs d'émancipation de la jeunesse tunisienne. J'espère que de plus en plus au FESPACO, il y aura 50% de réalisatrices femmes. Et ce qu'on aimerait, on n'aura plus besoin des JCFA quand le FESPACO aura plus de 50% des films qui sont réalisés par des femmes et quand il y aura 3 ans de suite une femme qui aura gagné le Grand Prix. Les projections se poursuivront à l'Institut français de Ouagadougou et au Sénasa pour continuer à magnifier l'œuvre de l'autre moitié du ciel. Au Bénin, la campagne électorale pour la présidentielle de dimanche vit ces derniers instants qui sont marqués par la multiplication de meetings et autres démonstrations de force. La plupart de ces mobilisations populaires ont eu pour cadre la ville de Cotonou. Précision de nos envoyés spéciaux Adama Guinée. C'est un combat politique qui déborde dans la rue. À quelques heures de la fin de la campagne présidentielle, chacun veut montrer qu'il mobilise. Alors en cortège de véhicules, de motos ou à pied, les supporters de chaque candidat arpentent les artères de la ville de Cotonou en scandant le nom de leur champion. Là, ce sont les partisans de Senzou, le candidat du parti au pouvoir. Et voilà la réponse des partisans de Patrice Talon, les milliardaires opposants. Malgré tout, certains électeurs sont toujours sceptiques. Ils ne nous convainc pas parce que la situation n'est pas encore claire à leur propre niveau. Il y a certains qui disent que celui-ci n'est pas du pays, celui-là est étranger. Donc ça fait que le pays entier est sous une contestation totale. En toile de fond, la personnalité du candidat soutenu par le président sortant. Certains opposants les qualifient de candidats de la France, ce que ses partisans ne comprennent pas. Aucun candidat ne peut être imposé par la France. Aujourd'hui, le peuple béninois est assez mûr. Après 25 ans et 26 ans de démocratie, vous pensez qu'on peut nous imposer un candidat? Non, je ne le crois pas. Le peuple béninois est très mûr. Et le peuple béninois a opéré ce choix de développement. À côté de ces contradictions, il y a ceux qui se sentent bien dans la campagne. Certains ont déjà fait leur choix. On est content quand même, on est satisfait de leur projet en tout cas, ce qu'ils vont nous faire quand ils seront élus. C'est déjà choisi. Les autres sont en train de faire les publicités, les propagandes, les trucs pour pouvoir se montrer. Ils se gaspillent pour rien. En entendant dans la rue, on tente de convaincre par tous les moyens. Jusqu'au bout de la nuit, les cortèges de campagne sillonnent toujours les artères de la capitale économique du Bénin. Sport football, plusieurs matchs en retard du championnat national de football de première division se sont disputés hier. Les équipes visiteuses n'ont pas été ébranlées par leur déplacement. Ainsi à Pau, le Majestic est tombé devant le RCB et à Koudougou, le BPS a été défait par le RCK. Retour sur ces rencontres avec Lassina Savadogo. Les faucons ont dévoré les grenouilles bleues sur les installations. Le BPS tombe pour la première fois à domicile, dompté par un des leurs, Kamou Malo. Le BPS, par votre voix, avait annoncé de nous faire tomber à Koudougou. Nous aussi, on s'était juré secrètement de faire tomber pour la première fois de la saison le BPS à domicile. C'est la première défaite à Koudougou. Je pense qu'on avait voulu vraiment faire plaisir à ce public et vraiment qu'il nous pousse chaque fois. Et bon, je pense qu'on s'excuse et ça fait partie du football. Plus frais, les Oranges sans Mohamed Silla se sont facilité les choses en prenant les devants dès la 11e minute par l'entremise de Jérôme Mouya. Les Bleus et Blancs ont déjoué, physiquement empruntés, ils vont baisser les armes en fin de partie. Gérard Madessou conclut la domination des Oranges. Un coaching gagnant de Kamou Malo. Le RCK culmine à 30 points désormais dans le face-au-foot. À Pau, le RCB n'a pas raté son retour au championnat local.
Orphelins de Oscar Barrow, les Tigres sous la houlette de Brahma Traoré ont enfoncé un peu plus le Majestic et son nouvel entraîneur plus que remonté. Je suis très déçu même des enfants parce que jouer un match pendant 45 minutes et être dans le travail que j'ai demandé et laisser dans les 2 arrêts de jeu une mauvaise concentration pour qu'on me marque un but, mais ça va payer à la maison. Ça, je ne pardonne pas. Une seule réalisation, celle de Assami Dansansan dans le temps additionnel de la première période qui offre 3 précieux points au rouge pour l'opération remontée du champion en titre. À noter dans ces matchs en retard le match nul de l'USFA Banfora et le partage des points entre la SFB. L'ouverture de la première session parlementaire de la nouvelle Assemblée nationale revient au devant de l'actualité. Les journaux se penchent sur le discours du président de l'institution, le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Autre sujet évoqué. Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour décortiquent le discours d'ouverture de la rentrée parlementaire de Salif Diallo. Le quotidien estime qu'il faut saluer son intention de retirer la gestion des parcelles aux maires et de la confier à des structures plus compétentes et plus rigoureuses. C'est sans doute à une véritable refondation dans ce domaine qu'on aboutira, soutient l'Express du Faso. Le Soir, pour sa part, estime que le problème du foncier se situe au niveau des conditions concrètes pour une gestion efficiente du foncier et non au niveau des acteurs qui le gèrent. Car, explique-t-il, dans un État où règne le laxisme, l'affairisme et le clientélisme, la spéculation des terres restera toujours un fléau pour la société. Selon le journal, il faut plutôt créer les conditions d'un État où la probité et l'intégrité des hommes ne peuvent pas s'effriter. En décryptage également dans les colonnes des quotidiens les enjeux du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. 33 candidats pour un marathon électoral, un nombre décrié par notre temps à travers ces lignes. Or, pour le pays, cette profusion de candidatures est un signe de la vitalité de la démocratie béninoise. Mais la vérité, explique le journal, c'est que dans ce genre de situation, on se retrouve généralement avec des candidatures fantaisistes. Dans tous les cas, le Bénin n'a pas droit à l'erreur, poursuit-il. Sa bonne réputation de pays démocratique est un label qui se doit d'être défendu au-delà de toute considération égoïste. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso s'inquiète quant à l'issue de ce premier tour, mais fonde alors espoir qu'à l'heure du verdict, les protagonistes sauront se positionner au-dessus du narcissisme identitaire qui emprisonne dans la nuit ambiguë des mauvais perdants. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi.